Donc moi je vais vous présenter Brian Littré. Brian Littré qui est kinésithérapeute du sport, formateur et qui fait la coaching un peu spécialisé dans la vitesse. Il a une grosse expérience dans tout ce qui est football américain, athlétisme. Voilà. Et il vient nous parler aujourd'hui d'un de ses sujets phares qui est les ischio-jambiers. Et on lui a demandé de faire un petit topo sur la prévention des ischio-jambiers. Je te laisse la parole. Merci Brian. Il marche. Bonjour tout le monde, bonjour et merci donc de dire au réseau de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Brian Littré, donc kinésithérapeute et préparateur physique spé en sprint. Je tiens au moins à annoncer que j'ai un lien d'intérêt parce que je donne des formations avec des organismes de formation en Suisse. Donc méfiez-vous de tout ce que je vais vous dire. Prenons une situation récente. Je ne sais pas si parmi vous, certains regardent le soccer, le football en Europe. Ousmane Dembélé s'est blessé et moi j'aimerais me poser la question, c'est de la faute de qui? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute du staff de l'équipe de France? Est-ce que c'est de la faute du PSG qui l'a laissé partir blessé? Est-ce que c'est une responsabilité partagée ou est-ce que c'était juste une malchance? Mais il y a certains éléments en tout cas qui doivent et qui peuvent nous faire réfléchir autour de cette situation. Parce que Ousmane Dembélé, c'est 11 lésions aux ischio-jambiers depuis le début de sa carrière, 80 matchs ratés. Si vous connaissez le foot, une saison, ça prend entre 35 et 38 matchs. Donc 2 saisons ratées complètes depuis le début de sa carrière. Qui va forcément avoir un impact sur le PSG, sur l'équipe de France, mais également sur lui, son salaire. Heureusement, il a gagné le Ballon d'Or. Mais en tout cas, qui peut avoir un impact bien plus gros que ce que l'on pourrait penser. Donc voyons ensemble d'abord l'ampleur du problème et ensuite réfléchissons à qu'est-ce que vous, individuellement, vous pouvez peut-être faire pour éviter ce genre de situation. Si on s'intéresse d'abord à l'athlétisme, et vous allez comprendre après pourquoi je m'intéresse à l'athlétisme, c'est la blessure la plus prévalente, la blessure avec la plus haute incidence, et également la blessure qui réduit le plus les performances de vos athlètes et qui amène le plus facilement un arrêt de carrière. J'ai arrêté ma carrière sur une blessure au niveau des ischio-jambiers. C'est pour ça que je ne suis pas pro. Et si je m'intéresse au sprint, c'est parce que en athlétisme, les disciplines de vitesse vont amener le plus à des lésions aux ischio-jambiers, alors que les disciplines de fond vont amener le plus à des lésions au niveau des mollets. Donc on a un réel lien entre le type de blessure et le type de discipline que l'athlète en tout cas va choisir et va faire. Parlons un peu plus de rugby, vu que je sais qu'en Suisse, vous avez un attrait un peu plus important en lien avec le rugby plutôt que l'athlétisme. Et on se rend compte que même au rugby, si vous regardez en jaune, les ischio-jambiers restent parmi les blessures les plus prévalentes. La première blessure sans contact, la blessure la plus fréquente aux entraînements, mais il reste la deuxième blessure dans les matchs parce que la première reste les commotions. Et ça dépend bien sûr des années. Donc même au rugby, il y a un problème au niveau des ischios. On va s'intéresser à un autre sport, en tout cas le sport que j'ai pratiqué, avec lequel j'ai plus de 1, le football américain. On retrouve la même chose, première blessure sans contact, blessure avec le plus haut taux de récidive. Et le problème, c'est que ça touche en général les joueurs clés, les joueurs les plus intéressants, les plus impactants dans un effectif. C'est pas une blessure qui va toucher le mec qui est sur le banc. C'est une blessure qui va toucher le mec qui te met le plus de points. Au foot, on peut trouver la même chose, mais on voit aussi que ce type de blessure, mais en tout cas les blessures en général, amènent à moins de matchs gagnés et un fardeau financier. Donc on retrouve la même chose dans le foot et on se rend compte que un quart des blessures au foot sont des lésions aux ischio-jambiers. Je ne sais pas si vous connaissiez cette donnée, si vous vous en étiez rendu compte. Si oui, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait collectivement pour éviter ce drame? Parce que pareil, en première ligue, on se rend compte que le nombre de blessés va faire diminuer le nombre de points que tu vas gagner lors de la saison.
Combien est-ce que ça nous coûte? Cher. Une Toyota Yaris, c'est 10 000 €. Ça fait beaucoup de Toyota Yaris. 1,5 milliard d'euros uniquement alloués aux blessures en NFL. Dans le foot, on a également des données faites par des assurances. Donc comme ça, on va essayer de limiter tout biais lié à une non-déclaration. Combien est-ce que ça nous coûte dans le foot? Sur 2023-2024, 732 millions d'euros. Ce qui est quasi le double par rapport à 2020-2021. Et c'était l'année Covid, donc il joue un peu moins. C'est énorme. Et sachant qu'un quart des blessures peut représenter donc au moins 1000 blessures dans l'année 2023-2024, qu'est-ce que l'on ne fait pas ou qu'est-ce que l'on fait? Et bien sûr, il y a des bons élèves, il y a des mauvais élèves, et selon les clubs, on peut se rendre compte que certains mettent en place des choses, certains, vaut mieux ne pas jouer dans ce club. Et un des éléments les plus embêtants, c'est que la majorité des blessures, ou en tout cas des re-injuries, des récidives de blessures, arrivent dans les premières semaines au retour au sport. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on fait mal qui pourrait expliquer que des blessures reviennent à répétition, à répétition, à répétition au niveau des ischio-jambiers. Donc on pourrait très bien faire l'autruche et se dire que ce phénomène n'existe pas. Mais si on veut et faire des économies et protéger nos athlètes, peut-être qu'il va falloir qu'on s'y intéresse vraiment. Donc ensemble, je vous propose qu'on voit la chaîne de responsabilité pour comprendre ce que nous, on peut faire sincèrement et réellement dans ce type de situation, même pour la prévenir, et comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et qu'est-ce que je vais peut-être devoir mettre en place si je veux éviter ce type de situation. Alors, dans la chaîne de responsabilité, bien sûr, l'athlète, qui est le terrain de l'expression de la blessure, souvent, c'est « Ah, mais cet athlète, il s'est blessé parce qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. » Alors oui, bien sûr, ce sont des facteurs que l'on connaît, mais moi, je n'ai pas forcément actuellement de pouvoir sur ces facteurs. Par contre, on sait qu'il y a certains patients qui sont des profils à risque. Ces profils à risque, ce sont des patients qui, en général, vont se blesser et se reblesser et qui vont enchaîner blessure sur blessure et, en général, pas forcément dans la même zone, mais qui peuvent enchaîner les blessures côté gauche, côté droit, épaules, etc., etc. Il y a des facteurs de risque modifiables, à nous de les identifier, mais pourquoi c'est important d'identifier ces patients, et en tout cas ces athlètes? Parce qu'un tiers des athlètes, dans certains effectifs, partagent 2/3 des blessures. Je vais le redire, un tiers des athlètes qui se blessent partagent 2/3 de toutes les blessures. Et il y a certaines propositions qui ont été faites et que j'ai particulièrement appliquées, c'est prendre ces athlètes et peut-être faire une demi-saison off ou une saison off pour remettre le corps à niveau. Ça peut être une solution. Ça peut être beaucoup plus précautionneux avec eux. Ça ne veut pas dire moins les charger, mais au contraire, beaucoup plus les charger que les autres. On en discutera ensemble après. Et ça, ce sont deux exemples d'athlètes que peut-être vous connaissez, qui ont enchaîné les blessures et qui ont eu des carrières peut-être moins prestigieuses que ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû. Vu que je ne connais pas le foot, je ne sais pas qui ils sont. Moi, ça par contre, je connais. Et Julio Jones, qui va sûrement être Hall of Fame, aurait pu avoir une carrière plus grande. Alors, sur ses 11 ans de carrière, en rouge, je vous ai mis toutes ses blessures aux ischios, les récentes, parce qu'il en avait déjà. Et ça, c'est incroyablement élevé et pas normal de se blesser 4-5 fois dans une saison, même dans un sport de contact, comme le football américain. Si on progresse, c'est comprendre, est-ce qu'il y a d'autres facteurs que je dois avoir en tête qui me disent qu'un athlète peut se blesser aux ischio-jambiers? Le facteur numéro 1, c'est s'être blessé aux ischio-jambiers. Facteur numéro 2, vieillir. Facteur numéro 3, avoir une opération des croisés parce qu'on prend un ischio-jambier. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que ces athlètes que vous connaissez ou que vous avez déjà eus ont eu une préparation physique ciblée
adapté, supplémentaire par rapport aux autres. Parce que ça pourrait être un facteur de protection. Spoiler, c'est un facteur de protection. Donc identifier ces profils à risque nous aide à les protéger. Et à gagner plus de points, et à faire des économies. Mais, c'est peut-être aussi à nous de les identifier, nous, soignants, physiothérapeutes. Donc, où est notre responsabilité dans ce processus? Je vous montre la rééducation de Neymar, sa rééducation pour son croisé, dans les débuts, juste pour voir ce que vous en pensez. Il n'y a pas le son, c'est dommage. Tant mieux, je crois. Comment? Donc, il forçait sa flexion de genou dans les débuts de rééducation pour suite à une ligamentoplastie. Neymar qui a souffert. D'ailleurs, en parlant de Neymar, je ne sais pas si vous savez, mais il s'est reblessé directement après son retour de cette blessure au deuxième match et c'était un ischio-jambier. Ça valide encore mon modèle, je suis content. C'est très dommage pour Neymar. Et on se rend compte que la rééducation a un rôle à jouer dans la récupération de nos athlètes parce qu'une rééducation pas assez intense, pas assez ciblée, pas assez progressive va amener à des récidives de blessures. Ça, c'est peut-être de notre responsabilité de mieux faire, mieux monitorer. On va voir les données ensemble. Mais il semblerait qu'une rééducation imparfaite, pas assez contrôlée, puisse amener à des blessures, mais qui seraient évidentes pour pas mal de personnes. Cette vidéo, au final, c'est Neymar donc, qui fait des réceptions de saut, et l'analyse qu'en fait cette personne, c'est que il a toujours une accoutumance visuelle pour pouvoir mettre son appui, il absorbe vraiment jamais avec son genou, ce qui peut être problématique. Ça, ce sont des choses et des paramètres que normalement un physio et un préparateur physique analysent. Si vous me demandez, mais Neymar, qui a tout cet argent, pourquoi est-ce qu'il n'a pas les meilleurs soins, ce qui pourrait être les meilleurs soins, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, il semblerait que tout le monde ait été unanime sur le fait qu'il y a un problème dans son processus de récupération. Et comme je vous ai dit, si on ne prépare pas les tissus à nos patients à pouvoir absorber des contraintes de haute intensité et à haute vitesse, on laisse une vulnérabilité le jour où il va atteindre ces niveaux d'exigence, de contraintes pour son corps. Et lorsque je vous dis que ça laisse l'athlète vulnérable, pas que les lésions aux ischios. On se rend compte qu'en athlétisme, un athlète qui a une entorse de cheville ou qui s'est fait une entorse de cheville 1 ou 2 semaines avant une compétition a énormément de chances d'avoir une lésion au niveau des ischios, parce que ça change sa mécanique, parce que ça change la manière dont il contracte ses muscles. Et les études de Orchard et collaborateurs ont montré que même une blessure minime laisse une fenêtre de vulnérabilité, parfois jusqu'à 15 semaines, pour avoir une autre blessure ailleurs dans le corps, ou une récidive, en général beaucoup plus grave. Toutes les blessures, même minimes, sont importantes à prendre en charge. C'est de notre responsabilité. Et quand je vous dis qu'il faudrait peut-être amener le tissu du patient à être résilient et à pouvoir encaisser des hauts niveaux de charge, la question que je me pose, c'est le meilleur des physios ne serait-il pas également préparateur physique? Parce que l'expert de la préparation d'un corps est peut-être le préparateur physique. Et parmi les paramètres qui semblent protéger le mieux les athlètes durant la rééducation, c'est pas la qualité de nos massages, c'est pas l'amplitude de son genou, c'est l'accumulation de la dose et du volume de sprint que le patient a eu. Si je vous fais cette étude en français, parmi les conditions de charge analysées, la distance totale de sprint accumulée en réhabilitation était la seule variable liée à la réduction de risque de blessure ultérieure. Atteindre un volume de distance de sprint modéré à élevé
donc entre 400 et 700 mètres, en réhabilitation, s'est révélé protecteur contre les blessures. Phrase la plus importante selon moi. Les charges d'entraînement doivent être planifiées, surveillées comme un élément de meilleure pratique de réhabilitation. Parmi vous, qui a déjà fait sprinter plus de 300 mètres cumulés dans une rééducation d'ischio? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Levez la main si vous êtes fier. En tout cas, rendez-vous compte que ça veut dire qu'il va falloir qu'on comprenne le sprint, que nous sachions le doser, parce qu'un sprint, ça se dose, parce que c'est également et le vaccin et le poison. En général, les lésions d'ischio arrivent sur un sprint, mais protéger les ischios passe par faire du sprint. Donc ça nous fait glisser vers la préparation physique, mais dans ce cas, en préparation physique, que peuvent-ils faire? Alors déjà, que peuvent-ils mieux faire peut-être? Ça, c'est une vidéo de Liverpool. Donc Liverpool FC, je ne sais pas si vous connaissez, au foot, en première ligue. Le type de préparation physique qu'ils font pour leurs joueurs. Et pareil, ces vidéos ont été très critiquées parce qu'il semblerait que ce qu'ils font en préparation physique ne semble pas énormément les protéger. Comment est-ce qu'on le sait? On a des données sur les blessures. Et je vous avais dit qu'il y avait des bons élèves et des mauvais élèves en première ligue. Si vous regardez maintenant le nombre de blessures à l'année pour Liverpool, il me semble que ça dépasse 53 joueurs blessés par an en moyenne. Le PSG, c'est 35 en moyenne par an. Barcelone, très bons joueurs. Des excellents joueurs. Regardons ensemble la préparation physique. Si vous ne comprenez pas, moi non plus. Donc vous vous rendez compte qu'au final, on n'a pas à vouloir copier et rougir de ce qui se passe dans le haut niveau, parce que je me suis rendu compte que au rugby Pro D2 ou au hand ou au volleyball, lorsqu'il y avait une entente entre des préparateurs physiques et des kinés, donc des physios, il y avait en général vachement moins de blessures et des choses proposées vachement plus adaptées également à la contrainte que le joueur doit accumuler. Bien sûr, il y a des niveaux de joueurs différents. Par contre, d'un point de vue préparation, taux de blessure, c'est pas forcément dans le haut niveau que vous allez en trouver le moins. Donc la qualité des soins, la qualité de la préparation physique n'est pas corrélée au niveau de performance. Autre exemple. À gauche, vous aurez Deshaun Jackson, un ancien wide receiver des Philadelphia Eagles, et à droite, vous avez quelqu'un. Et comparons ensemble leurs deux Nordic hamstring. Donc un exercice qui charge plutôt bien les ischio-jambiers. Et Dr Nicolas Roland a pu me faire exactement la même la dernière fois en formation. Voici maintenant le Nordic hamstring d'un athlète professionnel. C'est le casque. Oui. Qui est payé. Et je vous montre pas ça pour les dénigrer, je vous montre ça pour vous donner des exemples de ce que l'on pourrait mieux faire. Et pas juste mimer ce qui est fait au haut niveau, mais aussi également réfléchir à comment ensemble, collectivement, je peux faire au mieux pour l'athlète qui m'a mandaté pour l'aider. Et lorsqu'on parle de préparation physique, au final, tout doit être normalement individualisé. Si je vous ai pris là la photo de Thierry Henry, lorsqu'il jouait au soccer aux États-Unis, voici en moyenne le nombre de sprints qu'il faisait par match, la distance de sprint qu'il faisait par match, mais je vous ai dit que c'était une moyenne. Le problème des moyennes, c'est qu'en général, ou de la médiane, souvent ils prennent même une médiane, la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Comment est-ce que moi, en tant que préparateur physique, je peux adapter cela? Je peux très bien prendre au final la moyenne ou la médiane, plus 2 écarts types,
afin de pouvoir adapter la charge pour que mon athlète soit prêt. Et si vous vous dites, oui, mais dans mon équipe, je ne connais pas la distance que parcourt mon joueur, on n'a pas les moyens pour avoir des GPS, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des données dans quasi tous les sports. Donc vous avez une très bonne idée du volume de sprint qu'a votre patient, que va fournir votre athlète ou votre patient, le nombre d'accélérations, le nombre de décélérations, pour pouvoir le préparer à pouvoir emmagasiner ces choses. Donc une des solutions pour les prépas, c'est toujours se baser sur médiane plus 2 écarts types, et selon les postes, bien sûr. Parce que là, vous pouvez voir que selon les postes, on va avoir des volumes de courses qui vont être totalement différents. La même chose au niveau du football américain. Et comme je dis, nous avons des données et dans le rugby, et dans le foot, et dans le football américain, dans le tennis, le nombre de shoots, dans le hand, le nombre de shoots. C'est valable pour énormément de sports. Et un autre point important, c'est également la qualité. Vous avez bien vu avec le Nordic Hamstring que c'était important d'avoir une forme d'exercice qui peut être utile et qui va charger les bons tissus. Pour le sprint, c'est exactement la même chose. C'est pas sprinter pour faire sprinter, mais c'est sprinter pour charger correctement le tissu. Pas pour que mon athlète qui fait du foot sprint comme une Usain Bolt, mais par contre pour peut-être économiser ses ischios lorsqu'il aura besoin et qu'il fait une contre-attaque par exemple, et également pour améliorer ses performances. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la qualité du sprint est un facteur de risque de se blesser aux ischio-jambiers. La manière dont je cours est un facteur de risque de me blesser aux ischio-jambiers. Vu que c'est un facteur de risque modifiable, c'est un facteur de risque qu'il va falloir analyser et ou traiter. Et aujourd'hui, nous avons le SMAS qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors moi, j'ai été formé avec Altis pour devenir coach en athlée en short sprint, 60, 100, 200. Et on a été habitué à faire des kinogrammes, donc à prendre des séquences dans le sprint de l'athlète pour évaluer sa technique en full sprint. Et parmi les formateurs d'Altis, il y en a qui ont fait également des études pour évaluer s'il y avait un accord entre les coachs sur les différentes techniques de sprint qui pouvaient être plus ou moins optimales, dont le SMAS, que je vous laisse ici, comme ça vous pourrez le réutiliser. Mais après, encore faut-il savoir quoi en faire. Parce que là, vous pouvez voir, en haut, donc c'est un linebacker de NFL qui fait son 40 yards, donc son sprint. On analyse comment est-ce qu'il court. Et pour les gens formés, en fait, donner les bons inputs pour avoir une qualité de sprint meilleure. Au final, en même pas 3 semaines, l'athlète prend 2 dixièmes au 40 yards. Je ne sais pas si vous êtes OK avec 2 dixièmes au 40 yards, mais c'est comme si je vous disais qu'il prenait 0,30 secondes aux 60 mètres. En 2 semaines. C'est énorme. Et en plus de ça, ça risque même de peut-être le protéger au niveau des ischio-jambiers. Mais quand on parle de charge d'entraînement, de subir toute une saison, là, il y a un autre chef d'orchestre. C'est le coach. Est-ce que le coach aussi a une responsabilité dans le fait que Dembélé se blesse ? Pour Didier Deschamps, je pense que oui. Mais voyons voir la responsabilité du coach. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une responsabilité du coach également ? On se rend compte que les blessures aux ischio-jambiers ne viennent pas de manière aléatoire et elles apparaissent dans des périodes clés dans une saison. En pré-saison. Je vais le refaire. Avant que les matchs commencent, les athlètes se blessent le plus au niveau des ischio-jambiers. On peut mettre plein d'hypothèses dedans. Ils n'ont pas été prêts parce qu'ils se sont reposés pendant les vacances. Oui, mais dans ce cas, est-ce que c'est pas au coach d'adapter, de faire en sorte de ne pas faire un no pain, no gain ? D'être plus progressif durant la pré-saison ? Et également, lors de phases de congestion de match, en général, lors des phases de play-off. Alors, je vous laisse juste regarder en tout cas les sous-titres, la vidéo de Mbappé.
Donc ce qui met en évidence, c'est qu'il y a aussi une déconnexion entre ce qu'on leur demande aux joueurs, d'être performants tout le temps, et ce qu'on leur donne, des matchs tout le temps. Mais est-ce que vous voyez des choses que le coach peut mettre en place pour avoir des joueurs frais très régulièrement, le plus de temps possible? Je vous laisse réfléchir parce qu'on a la réponse juste après. En tout cas, un début de réponse. Si on analyse les données de Manchester United, on se rend compte que l'incidence des blessures, surtout des entorses de cheville et des ischio-jambiers, double, voire fait un x5 pour les entorses de cheville lorsqu'on est dans des phases de congestion de match. On appelle les phases de congestion de match lorsqu'il y a par exemple un match pour la Ligue des Champions, un match pour le championnat classique. Vous pouvez parfois rajouter pour la coupe, etc. Maintenant, parmi vous, qui a une idée de comment le coach pourrait faire en sorte pour préserver ses athlètes et qu'ils soient performants le plus souvent? Vous avez tous entendu? Et ça a l'air de rien, mais au final, ça peut protéger des joueurs. Ne serait-ce que d'avoir un effectif derrière qui est capable d'encaisser le fait que ton joueur principal, il a besoin de se reposer. En NFL, par exemple, pareil, il y a eu un problème une année. Derrick Henry, qui va terminer Hall of Fame, a fait une saison incroyable. Peut-être un peu trop incroyable, parce qu'il faisait que courir, jusqu'à se faire une fracture de fatigue. Évident. Mais pourtant évitable. Et on a même des données qui montrent que selon le type de coach, ou en tout cas lorsqu'il y a des changements dans le coaching staff, les risques de blessures augmentent. Donc il y a quand même une responsabilité des coachs. Là, si vous pouvez voir, ce que j'ai mis en rouge, dès qu'il y a des nouveaux coachs qui arrivent dans un effectif, le nombre de blessures aux ischio-jambiers, parce que je vous rappelle que cette étude parle uniquement des ischio-jambiers, qui sont très très bien étudiés, augmente de 1/3 à 1/4, ce qui est énorme. Enfin, j'espère que vous dites que c'est énorme, sachant que c'est la blessure la plus prévalente, qui représente 1/4 de toutes les blessures. Mais je vous ai caché quelques données. Et les autres données, c'est en lien avec le staff médical et les préparateurs physiques, où on peut faire un plus 80% de blessures lorsqu'on change le médecin de l'équipe en plein milieu de saison. Parce que la philosophie et la culture de la prévention parfois changent. Donc oui, bien sûr, il y a des différences de coaching entre Guardiola et Arsène Wenger. Mais le médecin, le kiné, le préparateur physique sont peut-être normalement les garants et les protecteurs de la santé des athlètes. Et on sait que les choses simples, bien effectuées, fonctionnent extrêmement bien. Si on s'intéresse d'abord aux données de la Fiorentina. La Fiorentina a fait une étude sur 12 ans où pendant 10 ans, ils ont décidé juste d'analyser. On analyse le nombre de blessures par an, on analyse combien les joueurs courent, les transferts, les joueurs à risque, mais pour l'instant, on ne va rien faire. Puis pendant 2 ans, là, vous allez nous laisser faire des trucs. On va prendre les joueurs à risque, ils auront plus de prépa. On va monitorer et planifier comment les athlètes s'entraînent, quand est-ce qu'ils s'entraînent. Et parfois, même ceux qui n'ont pas fait de match vont faire un match en plus ou vont aller à la salle en plus. Et vous savez quoi, les joueurs à risque, eh ben, ils vont faire ça encore plus. On va habituer leur corps à subir des contraintes et à emmagasiner des contraintes. Le nombre de blessures aux ischio a été divisé par 4. Uniquement parce qu'ils ont été rigoureux. Je ne vous ai pas dit que la Fiorentina allait gagner le championnat. Ils n'ont pas forcément les meilleurs joueurs. Par contre, c'est le club qui a le moins de blessures dans le championnat italien. En tout cas, lorsqu'ils ont fait cette étude. Le problème, c'est qu'il y a eu cette philosophie et cette culture de la prévention. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a ces acteurs-là qui changent de club? Cette culture se perd en général. Et il y a pourtant des éléments qui nous amènent à nous dire que même
des exercices simples de prévention, qu'on appelle de prévention en tout cas de diminution de risque de blessure, de survenue de blessure, ça fonctionne. On sait que le Nordic Hamstring, si tu en donnes à bonne dose à tes athlètes, ça fonctionne. Cependant, il y a un gros problème d'observance. On se rend compte que même dans les clubs élites, alors que les choses fonctionnent pour protéger les athlètes, ces exercices de prévention, ces programmes de prévention ne sont pas effectués. Et ils ne sont pas effectués pour plein de raisons différentes. Ils ne sont pas effectués parce que les athlètes ont peur des courbatures. Je vais le refaire. Des athlètes ont peur des courbatures. Après, c'est du soccer, je ne suis pas étonné. Parfois parce qu'ils n'ont pas envie, parce que non, on préfère les étirements. Donc, les gens ont sciemment décidé de choisir des choses moins efficaces pour eux. Mais en ont-ils vraiment conscience? Est-ce que ce ne serait pas là notre rôle, le médical, de pouvoir également mettre des arguments face au coach pour protéger les personnes qui nous ont mandatés, pas le club, les athlètes. Donc, bien faire, c'est pas si compliqué. Sprinter à bonne dose, monitorer, prendre les personnes à risque pour qu'ils aient un peu plus de vaccins, un peu plus de prise de sprint, un peu plus de préparation physique. Mais si je suis tout seul, ça ne va peut-être pas marcher. Rappelez-vous qu'il faut aussi peut-être une culture de la prévention avec le coach qui comprend, le médecin qui comprend, le physio qui comprend et le prépa qui comprend. Ça résume ce que je suis en train de vous dire. Le fait qu'il doit y avoir une culture de la prévention, pareil que pour les personnes âgées qu'on a pu voir avec l'intervenant précédent. C'est vrai que c'est dommage que dans la santé, dans le ministère de la Santé, les sous alloués à la prévention ne dépassent pas un montant ridicule comme actuellement. Et pour terminer, j'aimerais vous présenter en tout cas moi une vision de situation complexe pour peut-être mieux incorporer, en tout cas mieux décider pour faire de la prévention. Certains d'entre vous ont déjà joué à FIFA ou pas? Si je vous montre ça, c'est pour vous montrer que, de par une représentation en diagramme radar, vous avez une bonne idée de savoir si mon joueur c'est un attaquant, c'est un défenseur, s'il est bon en vitesse, bon en accélération, etc. Peut-être qu'on pourrait faire également la même chose pour les risques de blessure chez nos athlètes. Est-ce que mon athlète dort peu? Est-ce que mon athlète sprint assez ou pas? Quelle est la vitesse de mon athlète? Quels sont les antécédents de blessure de mon athlète? Pour pouvoir ne serait-ce que dégager des profils à risque pour faire des actions ciblées en plus des actions collectives qui existent. Personnellement, j'utilise ce genre de choses et avec mes athlètes, mais je ne prends pas que des patients athlètes. J'ai aussi un cabinet de kiné avec monsieur et madame tout le monde qui ont des pathologies chroniques. Analyser si la personne sait se relever du sol, polymédication, capacité cognitive, pour offrir des actions ciblées et ne plus passer de l'intuition, mais plus raisonner et objectiver ce que je veux faire et après pouvoir mesurer si ce que je fais a de l'efficacité. Et je pense avoir terminé. Merci pour votre écoute. Merci Brian. Alors on a le temps pour une ou deux petites questions. Qui est-ce qui veut se lancer? Ouais. Ouais, Brian. Je voulais savoir comment tu quantifies ta charge au niveau des ischio-jambiers sur le sprint. J'ai pas compris la question. Tu as parlé de l'importance de la quantification de la charge afin de monitorer la charge. Pour monitorer la charge, il faut qu'on arrive à la quantifier. Comment tu arrives à quantifier objectivement la charge que tu vas mettre sur tes ischio-jambiers? Alors je pense dans ce cas que j'ai bafouillé, je pourrais mieux dire quantifier l'impact de la charge sur mon athlète. Donc un élément tout simple, faire des RPE avant entraînement, après entraînement régulièrement, ça peut être un élément intéressant. On peut quantifier le sprint, enfin en tout cas le volume de sprint. Moi j'ai la chance sur un terrain d'athlète ou football américain de connaître les distances.
Donc pouvoir prendre 5-10 mètres, mais c'est vrai que quantifier la charge de sprint, je pense que je me suis mal exprimé. Merci beaucoup, très intéressant. Est-ce que vous pensez par rapport aux charges, quand on regarde seulement maintenant la quantité, pas la qualité? Par exemple, on regarde la distance, mais il y a un jour qui peut aller pour 1 kilomètre, mais avec mauvaise qualité de mouvement, qui est égale avec un autre joueur qui a une bonne technique, bonne qualité de mouvement, qui peut aller 10 km avec ça. Donc, est-ce que vous pensez que par rapport de regarder le charge, il faut mélanger la quantité avec la qualité? Je dirais oui, donc faire une analyse et par SMAS qu'on avait vu avec les kilogrammes et par GPS. Cependant, dans un match, c'est impossible. Donc on va analyser majoritairement la quantité. Et c'est plus en préparation physique où on va pouvoir être plus dans un environnement contrôlé qu'on va essayer de mettre de la protection par la qualité. Ah oui, là-haut. En attendant que le micro arrive jusqu'en haut, moi j'en ai une de questions. Tu n'as pas parlé de testing et d'évaluation. Selon toi, quel rôle aurait l'évaluation, le testing dans la prévention des blessures aux ischios? Lesquels testing? Bonne question. Est-ce qu'on peut prévenir les blessures aux ischios par un testing, par un test en particulier, par une évaluation en particulier? Alors, parmi les tests qui semblent être, je ne vais pas dire prédictifs, mais qui semblent augmenter les chances d'avoir des lésions au ischio-jambier, il y a la force excentrique au nordic hamstring, mais qui a corrélé également et à l'âge et aux antécédents et à la longueur des fascicules musculaires. Sur la longueur des fascicules musculaires, on oublie. Mais en tout cas, pour l'âge et pour les antécédents de blessures, ça nous permet d'avoir des normes où on va devoir être plus exigeant. Et par contre, tout le long de la saison, sur des profils force-vitesse répétés, il semblerait que lorsqu'on a un drop de F0 pendant la saison, ce soit un premier signe d'alerte qu'il faille moduler ce qu'on va faire avec le joueur. Donc on a au moins ces deux éléments-là. Et tous les autres, en fait, c'est plutôt plus flou parce que énormément de facteurs rentrent en compte. On sait que pour l'isocinétisme, si on regarde la distribution des joueurs qui vont se blesser ou qui se sont blessés, on n'arrive pas à avoir un cut-off qui est pertinent. Donc je me baserai et au moins sur le profil de force-vitesse et la force excentrique. Donc en général c'est au Nordboard, ou alors j'ai envie même de me faciliter la vie. L'athlète va faire des nordic hamstring très régulièrement pour augmenter sa force, quoi qu'il arrive, et tout le long de la saison. Et pour, par contre, le profil force-vitesse, ou par GPS, ou prendre le temps de 5 minutes, on peut faire passer 30 joueurs en 5 minutes, ils sprintent et on fait les analyses vidéo plus tard. Ça, c'est ce que j'aimais faire en tout cas. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Moi, j'ai une petite question concernant le SMAS. Est-ce que vous avez mis en évidence une prévalence des accidents en fonction du momentum du sprint? Qui a posé la question? Je peux leur dire. Ah. Je leur fais? Oui. Ok. Avec votre évaluation SMAS, est-ce que vous avez réussi à mettre en évidence une prévalence des accidents en fonction du momentum du sprint? Alors, moi, non. Non, alors, ouais. Par contre, on sait juste que les lésions ischio-jambiers se font en fin de phase oscillante, avant que le pied touche le sol en général, avant qu'il y ait le touchdown. Donc, là, avant que ça touche le sol. Ah, le pourquoi Du coup, pourquoi est-ce que ça vous fait rire la vidéo où le nordic hamstring il a une flexion de hanche? Parce que le nordic hamstring n'était pas fait correctement. Un nordic hamstring fait correctement semble être protecteur, alors qu'un nordic hamstring pas fait correctement. Et le truc, c'est que c'est pas parce qu'on renforce les fléchisseurs de genoux, alors que c'est le biceps fémoral qui semble être le plus atteint en sprint, qu'on n'a pas raison quand même de renforcer les fléchisseurs de genoux. Parce qu'on se rend compte que chez les gens qui ont tendance à se faire des lésions au niveau des ischio-jambiers, il y a une distribution de travail qui s'altère et qui est altérée parce qu'il y a un tendon commun entre le biceps fémoral et le semi-tendineux. Je
Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, on se rend compte que mettre de la protection en renforçant les fléchisseurs du genou est protecteur parce que ça peut diminuer le travail du biceps fémoral. Et c'est même ce qui est surprenant parce qu'on peut se dire mais les gens se blessent en sprint, en général la jambe est un peu plus tendue, mais vu que c'est protecteur, mettons de la protection. Et le pourquoi, il y a plusieurs hypothèses en tout cas qui sont en cours de recherche, mais vu qu'on sait que ça protège, protégeons. Merci Brian. On va devoir couper. Je sais qu'il y a encore plein de questions, donc vous aurez le temps de lui poser à la pause. Il faut qu'on fasse une petite pause quand même. Alors juste avant de partir,